Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui prend de plus en plus de place, l'impact des câbles sous-marins, ceux pour Internet et puis ceux pour l'énergie aussi. Quel est leur effet réel sur les cétacés? On va regarder ça ensemble, ce qu'on sait. Bonjour. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'explorer un peu les différentes facettes de cet impact. On parle du bruit, bien sûr, mais aussi des champs électromagnétiques ou même des risques physiques, hein. On va se baser sur les connaissances qu'on a aujourd'hui pour mieux comprendre. D'accord. Alors, si on commence par le plus évident peut-être, ce qui est souvent documenté, le bruit. Surtout pendant les travaux d'installation, j'imagine? Exactement. Ça, c'est vraiment une source de préoccupation importante. Principalement à cause des sonars qu'on utilise pour cartographier les fonds avant de poser les câbles. Ces appareils peuvent émettre des sons très très forts. Parfois, on atteint 220 décibels. Ah oui, 220 décibels, c'est considérable sous l'eau. Et quels sont les effets directs, les risques pour les animaux? Ben, ils sont variés et ils peuvent être sérieux. Déjà, il y a un risque d'accident de décompression. Si un animal est surpris, effrayé, il peut remonter trop vite. Et puis, de façon plus générale, ce bruit, ça perturbe leur communication, leur chasse, leur reproduction. Ils dépendent tellement de l'ouïe et de l'écolocalisation pour certains. Le bruit ambiant peut aussi masquer les sons qu'ils doivent entendre. On a eu un exemple, non? Dans le golfe de Gascogne, en août 2024. Oui, j'ai entendu parler de ça. Des travaux suspendus. C'est ça. Suite à une décision de justice, justement, pour protéger 17 espèces de mammifères marins présents dans la zone. Donc, face à ces risques qui sont quand même connus, il y a des mesures prises, j'imagine, pour limiter l'impact. Oui, oui, heureusement, il y a des protocoles assez stricts en général. On met en place ce qu'on appelle des zones d'exclusion, souvent 750 mètres autour de la source de bruit. Si un mammifère marin entre dans cette zone, on arrête les activités. Il y a aussi la technique du démarrage progressif. C'est-à-dire? On augmente le son petit à petit. Ça laisse le temps aux animaux de s'éloigner sans paniquer. Et puis, bien sûr, une surveillance constante, visuelle et acoustique. D'accord. Donc le bruit pendant l'installation, c'est un problème identifié et on essaye de le gérer. Mais après, une fois les câbles posés, notamment les câbles électriques, on parle beaucoup des champs électromagnétiques, les CEM. Oui, c'est l'autre grand sujet d'interrogation. Effectivement, ces câbles électriques génèrent des champs magnétiques. Eux, ils se propagent dans l'eau. Pas les champs électriques, hein, ils sont contenus par l'isolant. Mais le champ magnétique, lui, oui. Bon, son intensité diminue très vite quand on s'éloigne du câble. Pour donner un ordre d'idée, un câble 225 kV, ça peut être 1080 microtesla à la surface. Mais ça chute très vite. Le champ terrestre naturel, c'est environ 50 microtesla. 50 contre près de 1500 à la surface. C'est quand même une grosse différence localement. Et est-ce que ça pourrait perturber les cétacés? On sait qu'ils utilisent le magnétisme terrestre pour se repérer, pour migrer. C'est exactement ça la question. Est-ce que ça interfère avec leur sens de l'orientation, leur boussole interne? C'est une vraie interrogation scientifique. On a des études qui montrent que certaines espèces, les grands dauphins par exemple, peuvent percevoir les champs magnétiques. Ils ont une forme de magnétoréception. Mais de là à dire comment les champs des câbles les affectent réellement, leur comportement, leur navigation, on ne comprend pas encore bien. C'est un domaine où la recherche est très active. D'accord. Et une autre crainte, peut-être plus ancienne, le risque que les animaux se prennent dans les câbles. L'enchevêtrement. Ah oui, ça, historiquement, c'était un problème, surtout avant les années 60. On a eu une quinzaine de cas rapportés, surtout des cachalots d'ailleurs. Ils se prenaient dans des boucles de vieux câbles télégraphiques, souvent près d'endroits où il y avait eu des réparations et où le câble n'était pas bien tendu. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, les techniques ont beaucoup changé. Les câbles sont soit assoubeyis, c'est-à-dire enterrés dans le sédiment, soit bien protégés. Du coup, le risque est devenu vraiment très très faible. Pour les câbles de télécom modernes, on n'a signalé aucun incident majeur de ce type depuis 50 ans. C'est quasi inexistant comme risque maintenant. bon, ça c'est plutôt rassurant. Et est-ce qu'il y a d'autres impacts, peut-être plus indirects, auxquels on pense moins? Oui, il faut aussi penser à tout ce qui va autour. L'installation, la maintenance, ça veut dire plus de bateaux, donc potentiellement plus de risques de collision entre les navires et les cétacés, et aussi ça ajoute au bruit ambiant général de l'océan, qui est déjà un problème. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet récif. Le câble lui-même posé sur le fond, ça crée une structure. Ça peut attirer certaines espèces, modifier un peu l'habitat local. Ça peut être vu comme positif parfois.
mais ça peut aussi altérer des zones importantes, comme des zones d'alimentation pour certains cétacés. C'est ambivalent. Et tout ça alors qu'on pose de plus en plus de câbles. Je pense notamment à l'éolien en mer, ça demande énormément de raccordements électriques sous-marins. Exactement. Et c'est là qu'on touche au défi majeur pour l'avenir, les effets cumulatifs. Qu'est-ce que ça donne quand on additionne tout ça? Plusieurs installations de câbles dans une même zone, ça veut dire du bruit à répétition, une exposition peut-être plus large ou plus longue au CEM, plus de trafic maritime. Les scientifiques le disent, hein, on manque de recul sur les effets à long terme de ces expositions multiples, surtout sur l'état global des populations et dans des zones critiques comme les couloirs de migration. La réglementation essaye de suivre. En France, par exemple, on interdit la perturbation intentionnelle des cétacés et la dégradation de leur habitat. Mais l'évaluation des impacts cumulés reste complexe. D'accord. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le bruit pendant les travaux, c'est la préoccupation numéro un, mais elle est quand même encadrée par des mesures. Le risque de s'en mêler dans les câbles, lui, est devenu minime. Les grosses questions qui restent, ce sont les effets possibles des champs électromagnétiques sur l'orientation et surtout l'impact global de tous ces câbles qui s'accumulent. C'est un peu ça. C'est une très bonne synthèse, oui. Il faut vraiment garder une approche préventive. Ça veut dire des études d'impact solides avant chaque projet, et puis un suivi après pour voir ce qui se passe réellement. C'est essentiel pour pouvoir ajuster nos méthodes et essayer de concilier nos besoins en technologie avec la protection des cétacés. Trouver le bon équilibre, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très complet et très clair, et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez plus d'actualités sur cétacé.info. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges.